On voit souvent dans les bilans d'AVC des salves de Takisupra non soutenues au Holter et sans anomalie au TSAO, sans facteur de risque cardiovasculaire, qui peut expliquer que c'est un phénomène peut-être athéromateux. Est-ce que malgré le fait qu'on n'a pas les 30 secondes, chez quelqu'un qui a déjà fait un événement ischémique, est-ce que vous serez plutôt favorable pour l'anticoagulation? Honnêtement, j'essaye d'appliquer les recommandations. Ces patients-là, je pense qu'ils ont une excellente indication à des enregistrements prolongés. C'est vrai qu'en France, on va dire, on leur met plutôt des moniteurs cardiaques implantables qui permettent d'un suivi pendant 3 ans et dépister l'AFA, parce que les études avec les AOD faites chez des patients chez qui l'AFA n'a pas été prouvée sont plutôt négatives. Donc les patients que j'anticoagule dans ce contexte-là, hors épisode plus de 30 secondes, sont exceptionnels. Et c'est plutôt, j'enregistre l'AFA, faire des holters de longue durée et faire des moniteurs cardiaques implantables. Je sais bien qu'il n'est pas pris en charge, je pense, ici, mais ce serait l'indication très large. Hein? C'est pas accessible. Oui, je sais. En tout cas, j'aurais l'indication très large à enregistrer l'AFA, dépister l'AFA pour prouver. C'est des patients qui font sûrement de l'AFA. En tout cas, personnellement, je ne sais pas ce que tu dis, professeur Moustakfir, je ne les anticoagule pas. Je pense qu'on va procéder par ordre de passage des orateurs. Donc, première question, c'est pour professeur Younassi, c'est ça? Donc, on va regrouper peut-être, il y a 3 questions qui se ressemblent un petit peu. Oui. Que faire devant un patient asymptomatique qui fait beaucoup d'extrasystole ventriculaire? Et que faire devant des patients asymptomatiques qui font des tachycardies ventriculaires non soutenues en nocturne? Ok, mais ces patients-là, il y a indication de traitement médical. Lorsqu'ils sont très symptomatiques, il faut les traiter. Commencer par traitement bêta-bloquant, sinon les inhibiteurs classiques, sinon les antiarythmiques classe 1C. Et s'il y a échec, on les propose pour l'ablation. Les patients qui sont symptomatiques, qui ont plus de 10 000 extrasystoles par 24 heures, il vaut mieux les traiter. Une question sur le Brugada. Un Brugada asymptomatique, que faire devant une découverte fortuite d'ESV? Ces ESV sont-elles prédictives de mort subite? Le Brugada, c'est le type 1 qui est symptomatique qui pose le plus de problèmes. Et là, lorsqu'un type 1 est symptomatique, ou bien qu'il y a notion de mort subite dans la famille, c'est un patient à très haut risque cardiovasculaire. Il faut les proposer pour le défibrillateur automatique implantable. Et bien sûr, les précautions qu'il faut prendre, éviter tous les médicaments qui peuvent surélever le segment ST, les épisodes fébriles et la consommation excessive d'alcool. Est-ce que je peux poser une question? Alors, pour un patient, est-ce que vous parlez un peu de la charge en extrasystole ventriculaire? Il y a des patients qui ont une charge très importante et ils vont finir par faire de la cardiomyopathie rythmique. À partir de quelle charge vous allez proposer une méthode ablative? Normalement, à partir de 10 000. 10% de battements 24 heures. Vous savez qu'au bout de 24 heures, le cœur il bat 100 000 à 120 000 battements par 24 heures. Et 10%, ça fait 10 à 12 000. On va jusqu'à 20 000 battements par extrasystole par 24 heures. Si on dépasse ce chiffre-là, il vaut mieux le proposer pour l'ablation. Parce que surtout s'il commence à faire une dilatation du ventricule gauche. Oui, tu veux... Je vais me permettre quand même d'ajouter quelque chose sur ce nombre d'extrasystoles. Les malades réagissent différemment aux extrasystoles et donc on ne peut pas figer un chiffre pour chaque patient. Je pense que le suivi échographique est capital dans ces histoires et lorsque on a des malades qui ont plus de 10-15% d'extrasystole ventriculaire, il va falloir les surveiller de très près et dès qu'on a un début de déclin de la fraction d'éjection, les proposer sans même l'apparition de symptômes, mais on ne peut pas figer les choses sur un chiffre, mais plutôt sur une surveillance échocardiographique. Mais les gens qui sont pratiquement en permanence en bigéminisme ventriculaire, sans cardiopathie sous-jacente, disant sans, mais ce n'est pas toujours vrai. Donc c'est cela peut-être qu'il faut ablater. S'ils sont en bigéminisme, ça veut dire qu'il fait 40 000 à 50 000. Oui, tout à fait. Là, il faut les surveiller de près et dès qu'il commence à dilater son VG, il vaut mieux le proposer pour l'ablation. Et un traitement médical doit être proposé dès le début. Parce qu'en général, le traitement médical est inefficace. Je ne sais pas ce que vous pensez. Bêta-bloquant, inhibiteur classique, on va jusqu'à 1C, parfois 1C, ils sont efficaces. Parfois.
Je dis pas que... Abdelhamid, alors faut-il implanter systématiquement un bloc auriculo-ventriculaire complet installé après alcoolisation d'une cardiomyopathie hypertrophique? Sinon, après quel délai? La première question. La deuxième, tu te rappelleras. Pour le... La première, je réponds tout de suite, c'est un infarctus. Donc peur. à l'infarctus, on attend une semaine et si les choses ne rentrent pas dans l'ordre, on l'implante. Et j'ai même été large puisque les recommandations, c'est 5 jours. Alors la deuxième question, à l'ère de l'intelligence artificielle, en cas de syncope, y a-t-il un intérêt à l'exploration électrophysiologique? Oui, il y a bien sûr un intérêt à faire une exploration électrophysiologique, en particulier lorsqu'il existe des blocs de branches. Mais je pense que la révolution, et à chaque fois qu'on n'arrive pas à faire un lien entre une bradycardie et une perte de connaissance, c'est l'ILR, c'est l'implantable loop recorder. C'est très important. C'est une technique qui ne se développe pas. Au Maroc, malheureusement, pour le coût, tu le sais très bien, c'est pas remboursé, mais c'est quelque chose de très important à faire. L'enregistrement classique, séquentiel, nécessite quand même que la personne soit présente pendant la syncope, qu'il puisse appuyer sur le bouton, qu'il puisse... Et lorsqu'on a une syncope de ce genre-là, il faut avoir un enregistrement continu. Alors, maladie de l'oreillette et bloc bifasciculé, qu'est-ce que tu fais? Tu ablates ou pas? Maladie de l'oreillette et bloc Oui. bifasciculé. Il y a une question. Écoute, ça dépend de bloc bifasciculaire, ça dépend comment il est la conduction, et ça dépend aussi comment elle est l'indication de l'AFA. Si c'est une fibrillation atriale qui est paroxystique sur une oreille de gauche qui n'est pas très remodelée, ben la personne peut payer son ablation, tu connais le problème. Je commencerai par faire une ablation. Mais la limite dans tout ça, c'est que tu sais très bien qu'on doit donner des antiarythmiques par la suite, on risque d'aggraver la conduction. Mais c'est le cas pour... Moi, je suis des malades qui ont des blocs droits et un bloc antérieur depuis plus de 15 ans sans aucun problème. Je regroupe deux questions. Pourquoi est-ce que si on a des pauses multiples qui ne dépassent pas 3 secondes, est-ce que ça peut être sujet à une implantation par pacemaker? Et la deuxième question, c'est pourquoi attendre un QRS, exiger un QRS supérieur à 150 millisecondes pour une resynchronisation? Alors, la première, s'il te plaît, la première question. Quand on a des pauses multiples de moins de 3 secondes, est-ce qu'on peut poser l'indication d'une stimulation? Non, il y a un consensus quand même que la pause de 3 secondes, c'est la pause qu'il va falloir prendre en charge. Et sur tous les haltères, on a des ralentissements, en particulier la nuit. Et ce n'est pas pour cette raison-là qu'on va faire des pacemakers à tout le monde. Quant au QRS, il y a une relation directe entre des QRS plus de 150 millisecondes et la synchronisme et la réponse à la resynchronisation. Ça ne sert à rien d'essayer de resynchroniser un malade moins de 150. Et ça, je l'avais cité pour les gens qui ont eu un petit livre que j'avais fait sur la resynchronisation. C'est Mollema qui a démontré, bien avant la Société européenne de cardiologie, que le QRS, plus on dépasse 150 millisecondes, plus on a des chances d'avoir une réponse. Sachant que si on dépasse les 220 nanosecondes, ça veut dire qu'il y a une déchéance myocardique et que la resynchronisation risque de ne pas être efficace. Donc les meilleurs répondeurs, à mon avis, sur le QRS, sur le critère QRS, sont 150 et 200 millisecondes. Tu as parlé du BAV complet, c'est Moustapher? Du BAV complet, avec une fraction d'éjection borderline. Je vais être très pratique dans ma réponse. Le malade peut être resynchronisé, je vais le resynchroniser. Le malade n'a pas les moyens, je vais essayer d'aller le plus proche du IS. Voilà. Une question? Peut-être utiliser le deuxième micro derrière. Donc là, j'ai une question pour le professeur Moustapher. Parce que dans votre pratique, vous avez placé des pacemakers pour des malades, des jeunes qui ont
et surtout pour une CIA borderline qui ne retentit pas beaucoup, mais pour laquelle on J'entends pourra... pas très bien. Vraiment, j'entends pas très bien. Donc, c'est le problème des CIA qui sont un petit peu borderline et qui, dans certaines, s'accompagnent de troubles conductifs, notamment le bloc auriculo-ventriculaire, et pour lesquels, des fois, on peut ne pas faire attention à la dilatation très modeste du ventricule droit. Est-ce que ça vous est arrivé de faire le pacemaker? Parce que nous, après, quand on fait une indication de fermeture percutanée, on est un petit peu gêné par le matériel déjà posé par le rythmologue. C'est la première question. La deuxième question, parce que dans les pratiques des rythmologues avec qui on travaille, des fois, on nous fait l'indication d'une ablation d'une ERV et donc faire un pacemaker pour gérer les tachycardies atriales, les fibrillations qui ne sont pas gérées par le traitement médical. Et là, sincèrement, ça me fait un petit peu... Est-ce qu'il n'y a pas moyen de juste moduler sans passer dans l'autre... Et la dernière question, c'est pour docteur... Je réponds à ces deux. Ouais. J'ai un petit esprit, j'arrive pas à suivre. Hein. Alors, je réponds à la première technique. La première, honnêtement, c'est l'expérience de l'opérateur. Je donne l'exemple des malades qui ont des HTAP très importantes, qui ont des anneaux tricuspidiens. On en voit de temps en temps au Maroc parce qu'on a des valvulaires. Aller mettre la sonde avec une HTAP à 90 ou à 100, ça nécessite de l'expérience. Ça nécessite de l'expérience. Mais même si on a des difficultés, sache que maintenant, il y a des gaines avec lesquelles on peut descendre très bas jusqu'à la tricuspide et implanter les malades. Ça dépend de l'expérience de l'opérateur, bien sûr. Bien sûr. Non, je ne parle pas d'HTAP. Non, je parle. Le matériel, il ne va pas gêner la progression. Le matériel de fermeture de la CIA, il ne va pas gêner. Et parce qu'on a des cathétériseurs qui sont gênés. Parce qu'on ça ne va pas gêner. Ça, honnêtement, ça ne va pas gêner la progression. Ça, d'une part. Il nous reste peu de temps et beaucoup de questions. La deuxième question, Rachida. La deuxième question. Tu vois que j'ai oublié. Moi aussi, j'ai oublié. C'est pas grave. Je pense la modulation. Alors la modulation, c'est une technique qu'on a fait très très longtemps, qui n'a pas donné d'effet. Elle ne marche pas, elle ne freine pas le nœud. Elle freine pas le nœud. Par contre, le message qu'il faut faire, c'est que cette ablation du faisceau de His qu'on fait personnellement, j'en fais de temps en temps parce que ça rend de grands services. Bien, soit que la fraction d'éjection elle est excellente. Et à ce moment-là, on va se contenter d'une stimulation classique, soit qu'elle est borderline au bas, et là, c'est la resynchronisation. Il faut mettre un biventriculaire d'emblée chez ces patients-là pour les améliorer. Mais c'est une technique, lorsqu'on a des oreillettes ectasiques avec une FA permanente, avec une oreillette gauche à 40 cm², on ne va pas s'amuser à faire de l'ablation. On n'en a pas discuté sur le choix des indications de l'AFA, mais personnellement, lorsque l'AFA est permanente et l'oreillette au-delà de 30 cm², je réfléchis 10 fois avant de proposer à l'adaptation, et je pense que tu es d'accord. Voilà. Juste une dernière question pour le docteur Amri. Il y a d'autres. Il nous reste encore 5 minutes pour les deux autres orateurs. Je ferai au niveau de la pause café avec docteur. Oui, après, oui. Docteur Hajjaj. Oui, bonjour. Une question pour Dr Walid Amara, c'est pour revenir sur l'ablation pour le patient qui a une FA asymptomatique. C'est juste pour que le message soit clair. Vous avez mentionné que l'étude Cabana a été négative, donc n'a pas montré d'intérêt en fait, de faire l'ablation. Or, on sait en fait, que plus on ablate un patient précocement, meilleur on a les résultats. C'est juste pour rappeler qu'en fait, l'étude Cabana en fait, a montré que les patients qui ont finalement eu l'ablation, ils ont eu en fait, un bénéfice. C'est juste en fait, l'analyse en intention to treat qui était négative. Dans Cabana, il y a eu des critères secondaires où il y a eu un bénéfice. Donc, ce que je dis simplement, c'est que les recommandations de la Société européenne de cardiologie disent qu'il faut ablater les patients symptomatiques. En classe 1, c'est les patients qui récidivent malgré traitement antiarythmique. En classe 2A, symptomatiques, en première intention, on peut leur proposer, après une information appropriée, avec une bonne expérience du centre. On a parlé du cas particulier de l'insuffisance cardiaque. L'insuffisance cardiaque, en général, ils sont symptomatiques, mais du fait de leur insuffisance cardiaque, du fait que ça soit une cardiomyopathie rythmique possible, éventuellement en faisant une cardioversion. Et il y avait cette ligne-là, c'est l'un des rares endroits où tu vois en jaune qu'on peut traiter des patients asymptomatiques qui font des FA rapides. Donc ce que je dis simplement, c'est que c'est vrai que j'ai quelques patients qui sont des patients jeunes, qu'on m'adresse parce qu'ils font des épisodes de FA
assez fréquent, c'est-à-dire qu'à chaque Holter, il y a des épisodes, ils durent 1 heure, 2 heures, il y en a plusieurs, et tu as l'impression que tu peux les améliorer en termes pronostiques de leur proposer l'ablation. Je dis que c'est des patients que je prends avec beaucoup de pincettes, avec une information sur laquelle j'insiste énormément, sur lesquelles éventuellement j'hésite pas, s'ils sont actuellement en FA persistante, je les choque, je les revois après, je dis « Ah oui, mais là, ils vont beaucoup mieux. » Eh bien, peut-être que dans ce cas-là, c'était lié à l'AFA. Donc, je dis qu'il ne faut pas se lancer à faire l'ablation à ces patients-là, mais vraiment très être sélectif pour ne pas entraîner de complications. Un patient qui se plaint de rien, il a une complication, il va vous en vouloir énormément. Voilà. Merci. Merci beaucoup, juste Walid. Une question à Dr Defay, juste. S'il vous plaît, il y a des questions qui sont passées ici. Parce que nous avons reçu beaucoup de questions de l'audience à travers les tablettes et on essaie de leur donner une chance aussi. Walid, puisque tu es là, je te pose 2 questions qui viennent de l'audience. Est-ce que l'épreuve d'effort a toujours un intérêt en rythmologie? Et j'enchaîne sur la suivante. Que penses-tu de l'étape préfibrillatoire que tu vas devoir peut-être définir? Est-ce qu'il faut mettre un traitement anticoagulant, d'autant que le patient est à haut risque et qu'il a fait un AVC ischémique? Alors, l'état préfibrillatoire, ça rejoint la question que posait le collègue sur les salves de FA de moins 30 secondes. Dans un contexte d'AVC où je disais que ma pratique, c'est de faire du Holter implantable et que c'est vrai d'enregistrer au moins de manière peut-être non invasive le sujet de manière répétée. Je dis que récemment, il m'est arrivé le cas d'une patiente qui était la maman d'un collègue qui m'adresse pour de la FA, enfin, qui n'avait pas de FA, mais qui avait des salves courte, mais répétée. La charge en extrasystole était super importante et qui avait pas la définition de l'AFA, qui avait un Schatzvasc élevé du fait de son âge, et je l'ai mis sous anticoagulant. En fait, je vois le guide ERA me l'autorise. Donc voilà, donc je dis simplement, mais en étant très prudent, je pense que les patients que j'anticoagule hors critères de 30 secondes sont très rares. Et la première, moi aussi, je suis comme le professeur Boustaclir, je n'ai pas de mémoire, je ne me souviens pas de ta première question. Ah, l'épreuve d'effort. J'en fais peu, les épreuves d'effort à visée rythmique. Bien sûr, pour les extrasystoles ventriculaires, bien entendu, le fait qu'elles disparaissent à l'effort, c'est un élément favorable. Les BAV à l'effort, c'est un classique, mais c'est exceptionnel, on en voit très peu. Donc voilà, comme ça, les grands éléments qui me reviennent à la mémoire qui est défaillante. Pour Pascal, 2 questions. Est-ce qu'il y a un risque de sténose des veines pulmonaires et peut-on le prédire? Et en cas de récidive après ablation de fibrillation auriculaire, récidive tardive après 3 mois, que faire? La première question, c'est les sténoses des veines pulmonaires, c'est ça? Les sténoses des veines pulmonaires, c'est vraiment actuellement exceptionnel parce qu'on n'ablate plus dans les veines pulmonaires, mais on fait des ablations extrêmement larges, aussi bien avec la radiofréquence qu'avec toutes les autres énergies. Donc en fait, c'est des complications qui sont absolument exceptionnelles actuellement. Donc c'était des complications assez précoces au début de l'expérience de l'ablation de fibrillation atriale. Et ensuite, que faire en cas de récidive de fibrillation? Je pense que ça dépend de plein de choses. Ça dépend d'une part des symptômes, ça dépend également de l'indication initiale. Il est clair qu'une FA paroxystique qui récidive, on a envie d'y retourner parce qu'on se dit qu'il y a eu des reconnexions qui se sont passées. Ensuite, il y a les récidives de FA persistantes pour lesquelles on avait un peu de mal à prédire d'un bon résultat, où il faut aussi savoir de temps en temps considérer d'autres stratégies, notamment des contrôles de la fréquence cardiaque plutôt que du rythme. En fait, c'est un sujet tellement vaste, oui. En tout cas sur les FA paroxystiques ou persistantes de courte durée, à oreillette peu dilatée, comme l'a dit le professeur Moustakfir, on va les reprendre. Ensuite, il y a des cas où on va proposer d'autres stratégies, bien entendu. Que penses-tu de l'alcoolisation de la veine de Marshall chez des patients de la fibrillation auriculaire persistante, sans cardiopathie sous-jacente, et malgré la radiofréquence conventionnelle, ils restent en fibrillation auriculaire? Est-ce qu'ils ont une chance? Oui, l'alcoolisation de la veine de Marshall, moi j'y crois beaucoup dans toutes les tachycardies organisées après ablation, notamment de FA persistante, notamment tous ces flotteurs gauches, parce que la veine de Marshall, ça permet de réaliser des ablations endo-épicardiques au niveau de l'isthme mitral. Donc ça va diminuer la masse atriale gauche, bien entendu, et faire la ligne mitrale. Donc c'est très utile dans toutes ces tachycardies organisées. Qu'en est-il dans la fibrillation atriale? Pour l'instant, vous avez vu dans les recommandations quand même
Le point clé, c'est l'isolation large des veines pulmonaires. Il n'y a pas d'études vraiment qui valident tout ça dans l'ablation de la FA persistante. C'est vrai qu'on a tendance à le faire de façon empirique, mais c'est pour l'instant très empirique, tous ces traitements-là. Vous avez vu qu'on est passé d'étape en étape concernant l'ablation de la FA persistante. On ne parle plus du tout maintenant de défragmentation, alors qu'on en parlait beaucoup il y a quelques années. Maintenant, la mode, c'est la veine de Marshall. Donc ça mérite d'être validé encore. Merci beaucoup. Je pense qu'on est à temps. Il n'y a plus de questions dans la salle. Je remercie les excellents orateurs, les intervenants et une très bonne séance de rythmologie.